Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle session de préparation à la COP30. On avait commencé, vous vous en souvenez, avec Monsieur Groslier qui nous avait raconté plein de choses et ça devrait continuer avec un briefing la semaine prochaine avec notre ami du CITEPA, Marc Tudenham. Oui, Euh, une question d'ailleurs, excuse-moi Valérie, c'est le 28 ou 29 parce que j'ai une invitation du Citépa le 28 aussi. alors, ils en font un pour leurs membres la veille. Ah, donc comme je suis membre, Donc ça, en général, c'est payant, enfin, sauf pour ceux qui ont des accréditations. Sinon, Marc nous dira exactement la même chose le lendemain, ok, ça marche. en fonction des agendas de chacun. Ceci étant dit, nous fêtons cette année la 30e COP, climat. 30 ans qu'on est COP, diront les mauvaises langues. Alors, c'est un système onusien que vous connaissez bien toutes et tous, qui a connu de grands succès. On pense bien sûr en 1997 avec la conclusion du protocole de Kyoto. On passe évidemment, nous, Français, à 2015 avec l'accord de Paris. Et puis, il y a eu aussi beaucoup d'atermoiements, beaucoup d'échecs. On pensera évidemment à la conférence de Copenhague. Paul Watkinson, qui est à mes côtés et qui tente toujours de se connecter, connaît évidemment par cœur ce système pour avoir été au cœur du réacteur comme négociateur en chef pour l'équipe de France, et puis comme patron de l'organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, le CBSTA, qui a finalement participé à des pans entiers de la négociation pendant plusieurs années. Ce faisant, Paul Watkinson ne fait pas que négocier, il réfléchit aussi. Et voilà plusieurs années qu'il partage ses idées sur une possible réforme du système onusien de négociation. Donc, on va parler du résultat de ces phosphorations. Are you connected? Non, Not yet. je n'ai Okay. pas reçu ton message. Bon, alors, Mais bon, on va voir si ça marchera. voilà. The floor is yours. Donc, je prends un peu de temps pour parler globalement du contexte de la COP30, des enjeux, de ce qu'on peut imaginer. Peut-être quelques précisions pour partir. Je ne suis plus au ministère de la Transition écologique où je travaillais pendant des années où je pilotais la délégation française. Je ne suis plus dedans. Donc, je ne parle absolument pas pour la position française ou la position officielle en matière de préparation de la COP. Cela veut dire que ce que je fais ce matin est plutôt un briefing global sur la COP. Évidemment, si ça vous intéresse de me contacter par la suite pour parler plus explicitement et s'il y a des choses qui peuvent vous être utiles, n'hésitez pas à me contacter et je peux en parler un peu plus, y compris si ça peut être intéressant pour en parler ou avec citation. Mais là, c'est plutôt un briefing global. Et comme j'ai dit, l'analyse n'engage que moi. Juste pour attirer votre attention, j'ai sorti deux articles ces derniers jours, un article sur le site Climate, les deux en anglais, un petit article sur le site Climate Home sur la COP30 et une note bien plus longue et complète que j'ai préparée pour le compte de l'IFRI, qui est depuis hier sur le site. Donc, vous trouverez, ça fait une trentaine de pages, je pense, donc c'est un peu plus détaillé. Donc, je vous invite à regarder ces éléments si vous cherchez un peu plus en détail. Donc, quelques mots d'abord sur la COP30, le contexte, les principaux enjeux et ce qu'on peut imaginer. Je pense le contexte d'abord, Mossad, pas facile. La crise climatique s'aggrave. On était à 1,55 l'année dernière, qui était un nouveau record, mais on prend l'habitude d'un nouveau record de réchauffement. L'Organisation météorologique mondiale a sorti un rapport la semaine dernière qui a souligné l'augmentation non seulement de la température, mais de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, qui était encore un bon record en 2024, avec des soucis sur
le captage de CO2 par les puits naturels des terres et de l'océan qui peut-être sont en train de s'amenuiser, ce qui est très inquiétant. Et les impacts des changements climatiques, va s'en rappeler que ça continue à se sortir partout dans le monde. La crise n'a pas disparu. En revanche, l'intérêt politique, on a l'impression, diminue. Le climat n'est plus en haut de l'agenda pour la plupart des dirigeants. Évidemment, on a les États-Unis et Donald Trump qui renient totalement l'engagement des Américains. Non seulement ne sont plus engagés pour le climat, mais sont activement en train de nuire à l'action sur le climat, en train de démanteler toute la politique mise en place par Biden ces dernières années, mais même en train d'utiliser le pouvoir bilatéral pour promouvoir les énergies fossiles, comme nous avons vu dans l'accord, si on peut l'appeler commercial, entre les États-Unis et l'Europe, en poussant les Européens à acheter de pétrole et de gaz américains, et le forcing des Américains pour atténuer des politiques qui concernent aussi d'autres pays, y compris l'Europe. Donc, cette pression des Américains est forte. Par rapport à la COP, on ne sait pas exactement ce que vont faire les Américains pour l'instant. C'est clair qu'ils ont annoncé la sortie de l'accord de Paris. Ils estiment que c'est un fait immédiat, même si juridiquement, ils sont toujours une partie jusqu'en janvier 2026. Ils n'ont pas quitté la Convention climat, qui est le texte de base, qui a été ratifié par le Sénat américain dans les années 90. Cela étant, ils ne payent plus la contribution budgétaire et les Américains n'ont pas envoyé de délégation à la session de juin des organes subsidiaires. Il y avait même siège américain vide, du jamais vu. Évidemment, dans un processus qui fonctionne par consensus, si jamais les Américains débarquent avec quelques idéologues MAGA à la COP de LM, ils peuvent potentiellement nuire au fonctionnement du processus. C'est presque préférable qu'ils décident de bouder l'événement. On me dit pour l'instant, ils ne prévoient pas d'avoir une délégation américaine, mais on peut enregistrer des gens jusqu'à la dernière minute. Donc là, franchement, je ne sais pas comment ça se fera. Mais c'est clair que les Américains ne sont pas là pour aider l'action sur le climat. Mais ce n'est pas que les Américains. Nous avons vu, on attend l'ensemble des nouvelles contributions déterminées au niveau national, les nouveaux objectifs d'atténuation à l'horizon 2035, qui étaient censés arriver au premier trimestre. Donc, il y avait une poignée dont la contribution de l'ancienne administration américaine qui est désormais évidemment caduque. On a le sommet organisé il y a quelques semaines à New York. Le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, et le président Lula du Brésil a rassemblé autour de 100 pays pour confirmer l'engagement sur le climat et l'action multilatérale, ce qui était un signal fort. Force est de constater que tout le monde n'est pas venu avec une contribution sous la main. Les Chinois ont fait une annonce avec le président Xi en ligne, qui a fait la présentation lui-même, et le passage à un objectif en termes de réduction en termes absolus des émissions chinoises, c'est un pas important. Force est néanmoins de constater que le niveau d'ambition n'est pas extraordinaire. Auparavant, les objectifs chinois, c'était en intensité carbone. En intensité carbone jusque-là. Donc, c'était arrivé à un pic et bien sûr complété par des objectifs en matière d'énergie renouvelable, etc. Donc, c'est un pas important. Politiquement, la Chine se positionne comme défenseur du multilatéralisme sur le climat et les Américains les laissent voie libre. Mais ils ont du mal à s'affirmer vraiment en leader en matière d'ambition. Tandis que les Européens, qui en attendent souvent du leadership en la matière, ont seulement une déclaration d'intention
de préparer une contribution nationale. Nous verrons dans la semaine ou 2 semaines à venir s'ils y arrivent. Mais vous savez mieux que moi que le débat à Bruxelles entre les 27 reste difficile et tendu, avec une tentation de soit affaiblir l'objectif 2040 de 90%, soit rajouter énormément de crédits carbone, et bien sûr la question de point de passage en 2035. Donc on n'a que cette fourchette pour 2035 pour l'instant, et les Européens ne sont pas vraiment en position de force. Et avec tout le débat, je pense que c'est le Parlement aujourd'hui qui doit pencher sur la directive Omnibus, qui cherche à dénaturer un peu ce qui a été fait dans une partie du Green Deal. On sait bien que c'est pour garder quelque chose que les députés cherchent à atténuer la substance, mais ça envoie encore un message de la faiblesse de l'Europe en ce moment. Force est également de constater que si la COP de Bakou l'année dernière a porté énormément sur la finance, avec la fixation de nouveaux objectifs financiers, de mobiliser jusqu'à au moins 300 000 milliards de dollars par an pour les pays en développement d'ici 2035, avec les pays développés qui prennent l'initiative, mais pas uniquement. Et ça, dans un contexte aller plus loin vers la mobilisation de 1300 milliards de dollars plus largement pour les pays en développement. Beaucoup de pays développés sont en train de faire des coupes dans l'aide au développement. Et donc, franchement, même le respect des 100 milliards qui étaient atteints seulement en 2022, une promesse de Copenhague et de Cancun en 2009 et 2010 de mobiliser 100 milliards par an pour les pays en développement à partir de 2020. On peut s'interroger si c'est pleinement respecté avec les coupes qui sont annoncées par pas mal de pays. Bien sûr, les Américains quittent le tableau, mais il y a d'autres pays qui sont également pas en train de respecter. Donc, ce contexte n'est vraiment pas facile. Et évidemment, les conflits mondiaux, la tension sur le Moyen-Orient, la guerre qui se poursuit en Ukraine, les tensions géopolitiques plus largement, ne facilitent pas le multilatéralisme sur le climat. Au contraire. Et ça prend de plus en plus un sujet de deuxième rang par rapport à l'importance que ça avait il y a quelques années. Donc, comme j'ai dit, le contexte n'est pas facile. C'est pas que ça a été totalement oublié et beaucoup de dirigeants continuent à fermer leur engagement. Mais la question, c'est que sont les actes qui accompagnent les discours. Et pour l'instant, les actes ne sont pas au rendez-vous. Donc, le Brésil doit organiser cette conférence et de plus est décidé par une décision du président Lula faire cette conférence à Belém dans l'Amazone. C'est un symbole fort de faire ça dans une région particulièrement touchée par le changement climatique et qui, bien sûr, met en exergue toute la problématique de la forêt et la protection de la forêt, etc. Néanmoins, ce n'est pas facile dans une ville qui n'a pas la capacité hôtelière nécessaire pour faire une grande COP. Faire une petite COP aurait été une bonne idée, mais ça n'a pas l'air de devenir une petite COP. Donc, les prix des chambres d'hôtel flambent, avec pas mal qui crée pas mal de soucis pour les pays pauvres, qui disent que ça peut nuire à la participation, à la légitimité du processus. Les ONG également. La société civile attendait beaucoup au Brésil après 3 COP dans les pays qui n'étaient pas faciles pour la société civile, en Égypte, aux Émirats, en Azerbaïdjan. Donc le Brésil, qui a quand même une société très civile, très vivante, très active, mais beaucoup d'ONG craignent que la participation soit limitée simplement par les questions économiques. Lorsqu'on doit payer 5 000 dollars ou quelque chose par semaine pour une chambre, j'ai entendu des chiffres encore plus élevés. Beaucoup sont susceptibles à dire on ne peut pas y être. Donc, je sais pas mal de rassemblements qui se feront à Rio, à Sao Paulo, à Brasilia, d'autres villes,
mais pas nécessairement à Berlin. Ce qui est une façon de décentraliser la conférence, qui n'est pas une mauvaise chose dans la logique de passer de la grande messe à quelque chose peut-être un peu plus actif, mais ça donne l'impression d'écarter un certain nombre d'actions qui sont peut-être nécessaires pour attirer l'attention et mettre les dirigeants et les décideurs sous pression. Donc, ce contexte, plus largement. Donc, le Brésil, pour vous dire, a une très bonne équipe. Je pense que l'ambassadeur André Delago, qui devrait présider la conférence, est un véritable vétéran du processus. Je le connais depuis au moins 20 ans. C'est quelqu'un très habile vraiment un grand connaisseur du sujet du climat et du multilatéralisme, ce qui n'est souvent pas le cas de président de COP. Il a l'appui du président Lula, il a bien sûr la mobilisation d'autres ministres et de l'administration et de la diplomatie brésilienne, qui est le ministère des Affaires étrangères, a une excellente réputation et une forte présence partout dans le monde. Donc, il y a des éléments positifs dans la préparation. Mais lorsqu'on regarde les résultats attendus de cette conférence, il y a un certain décalage entre les sujets qui sont à l'ordre du jour de la conférence et ce dont on a besoin pour faire face à la crise climatique. Pour vous dire, ce n'est pas une conférence avec un grand sujet qui est formellement à l'ordre du jour. Souvent, à Paris, on avait l'adoption de l'accord de Paris, un nouveau traité, comment le monde allait vraiment s'organiser pour faire face au changement climatique. À Dubaï, il y a 2 ans, il y avait le bilan global, le rendez-vous majeur de faire le point sur l'avancement dans la mise en œuvre de l'accord de Paris et de se fixer la voie pour renforcer sa mise en œuvre. La décision sur la Global Stocktake, le bilan global, a été une étape majeure qui recouvrait tous les sujets, l'atténuation, la maîtrise des émissions, l'adaptation des pertes et préjudices, avec la mise en place du fonds sur les pertes et préjudices en plus, et bien sûr les finances. L'année dernière, à Bakou, la finance était vraiment au rendez-vous avec la fixation de ce nouvel objectif. Cette année, à Berlin, il n'y a pas de grand sujet qui domine la conférence. Il y a une série de questions relativement techniques. Ça ne veut pas dire que les questions sont sans importance. Les négociations sur ces questions comptent. Il faut de bons résultats. Mais se mettre d'accord sur les indicateurs pour le suivi de progrès vers l'objectif global d'adaptation, réduire la vulnérabilité, renforcer la résilience et la capacité adaptive des pays. Tout ça, ça compte. Mais ce n'est pas ça que je pense que vous allez écrire la une de vos articles. Si c'est ça la décision adoptée à 3 heures du matin, dimanche après 36 heures. Il y a un programme de travail sur la transition juste. Encore une fois, un sujet clé. Parce qu'on voit comment les politiques climatiques butent assez souvent sur les questions sociales, les conséquences sociales, les impacts sur les ouvriers, sur la question de justice, la transition de la main-d'œuvre. Toutes ces questions, on en a vraiment besoin de parler. Mais un programme de travail, finalement, c'est une série de dialogues qui échangent l'expérience. C'est un outil. Ce n'est pas quelque chose qui est opérationnel en tant que tel. On doit décider également comment donner suite au bilan global de Dubaï, comment on peut améliorer le deuxième bilan global qui va commencer dans 1 an et nous amener en 2028, qui est le prochain grand rendez-vous du processus multilatéral sur le climat. Mais encore une fois, on est un peu, il y aura les négociations difficiles sur ce sujet, mais on est un peu dans le fonctionnement du système et pas vraiment quelque chose qui répond aux grands enjeux que j'ai précisés au début, c'est-à-dire le manque d'ambition en matière d'atténuation. Avant l'accord de Paris, on était sur une voie vers 4 degrés ou plus de réchauffement avec les contributions nationales annoncées à Paris et renforcées depuis lors
On n'a pas encore l'analyse du secrétariat ou du programme des Nations Unies pour l'environnement de ce qui est mis sur la table cette année. Mais l'année dernière, on était entre, si je me souviens bien, de 6, de 8 degrés sur la base des politiques mises en place. Un peu plus, un peu mieux si on met vraiment en œuvre l'ensemble des politiques. Et si il y a beaucoup d'objectifs de neutralité mi-siècle où on dit on sera net zéro en 2050 ou 2060 pour la Chine, si vraiment on met en œuvre tous ces objectifs, on s'approche des 2 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle. Donc on commence à progresser dans le bon sens et on espère que les nouvelles contributions, même si elles restent insuffisantes, c'est un pas dans le bon sens. Mais comme j'ai dit, on n'a pas encore suffisamment de visibilité sur ces objectifs. Tout n'est pas sur la table et ce qu'on sait, ça ne mènera pas vraiment jusqu'au bout. Mais cette articulation entre les objectifs 2035 et la voie nécessaire pour 2050, si ce n'est pas articulé correctement, ces objectifs 2050, c'est intéressant, mais ce n'est pas ça qui est la trajectoire, c'est ce qu'on fait à court terme. Et donc, on n'est toujours pas sur la bonne voie. Sur les finances climat, on sait qu'on améliore la mobilisation du financement pour le climat, mais comme j'ai dit, le financement public, notamment Nord-Sud, il y a des défis réels. Et comme l'Agence internationale de l'énergie et d'autres nous ont souligné, s'il y a quand même une augmentation ces dernières années du financement, notamment pour les renouvelables dans le monde, cet investissement, c'est déjà pas suffisant pour l'instant pour vraiment décarboner l'économie. Et surtout, il n'y a que 15% qui va dans les pays en développement en dehors de la Chine. Donc, ça veut dire que 85 va aux pays développés et à la Chine. Et le gros de l'humanité, ce financement n'est toujours pas en train d'arriver pour décarboner l'économie, créer les conditions de développement. Donc, la COP a besoin d'envoyer les signaux forts sur l'ambition en matière d'atténuation, l'ambition sur l'adaptation. Peut-être la décision sur l'objectif global d'adaptation apporte quand même des bribes sur ces questions-là et sur les finances. Donc, le gros défi pour les Brésiliens, c'est comment mettre quelque chose sur la table qui est une réponse à hauteur des défis. Il y a une série de pistes qui peuvent se dessiner et je vais dire très rapidement ce que je vois et ce que j'en pense et ensuite on verra ce qui arrive. Déjà, il y a un sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra quelques jours avant l'ouverture de la conférence formelle. C'est le 5, 6, 7, je ne me souviens plus des dates. Je suis désolé, j'ai 5, j'ai tendance à oublier les chiffres, donc je vérifie les dates. Ne me faites pas confiance. Ouais, ouais. Bon, pour son copain Lula, il y a sans doute des choses. Donc, il y a ce sommet des chefs d'État et du gouvernement. Évidemment, la participation est un signal important. Est-ce que c'est une bonne participation? À Dubaï, il y avait autour de 150 chefs d'État, chefs de gouvernement ou vice-présidents qui étaient présents, un peu comme à Paris en 2015. Azerbaïdjan, l'année dernière, c'était un peu plus faible. Évidemment, la France a boudé la session de Bakou pour des raisons politiques plutôt que sur le climat. Donc, il faut voir quelle est la participation à Bakou, quel signal ça envoie de l'engagement, de soutien au multilatéralisme face aux attaques des Américains, mais dans d'autres éléments aussi. Et les messages des chefs d'État et des chefs de gouvernement sont attendus, y compris sur l'ambition, sur l'action. Et la façon de collationner ça, de capter ça par la présidence est une façon de répondre à ce manque d'ambition. Alors, ce sont des discours. Et c'est ça la faiblesse. C'est une façon de capter ça. Deuxièmement,
il y a une pression qui monte de pas mal de pays pour adopter une grande décision de la conférence, qui n'est pas à l'ordre du jour formel. On parle souvent d'un cover decision, d'une décision cadre, ce qui était fait à Glasgow en 2001, à Sharm el-Sheikh en 2021, à Sharm el-Sheikh en 2022, qui peut recouvrir un tas de sujets. À Sharm el-Sheikh, il y avait 17 sections dans cette décision qui était vraiment une décision omnibus qui porte tout. Parfois, on utilise le terme omnibus, mais ça franchement, le nom qu'on donne à une telle décision n'a pas de sens. Alors, il y a quelques avantages dans une telle décision. Ça permet à la présidence de piloter directement la préparation des messages politiques et un certain nombre de sujets sur le niveau d'ambition, sur l'atténuation. Pour un certain nombre de pays en développement, c'est également des actions en termes de financement pour l'adaptation qui est attendue. Il y avait une promesse à Glasgow en 2021 de doubler le financement pour l'adaptation d'ici 2025. Est-ce qu'on a fait etc. Tout ça, c'est légitime. Le message sur les finances est attendu. Donc, cette décision, en principe, offre un format pour capter ces messages. Le risque, ça devient pour-tout et on met tout dedans au détriment de messages clairs. C'est également, ça a été utilisé à Glasgow et Sharm el-Sheikh pour lancer de nouvelles initiatives, un programme de travail sur l'atténuation, une table ronde sur l'atténuation à Glasgow, un programme de travail sur la transition juste à Sharm el-Sheikh. De bonnes idées, mais mal préparées. Et depuis lors, les partis sont à la peine de savoir comment utiliser ces initiatives. Donc parfois, il y en a fait d'annonces dans ces décisions qui ne sont pas suivies d'effet. À Glasgow, il y avait l'invitation au pays à revisiter la contribution nationale, à les aligner sur une trajectoire avec un 5, mais le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui prépare son rapport annuel sur l'écart en matière des émissions, le GAP Report, a noté en 2022 et ensuite en 2023 qu'il y a eu très peu. Il y a eu quelques révisions, mais qui n'ont pas vraiment fait bouger le curseur. Il y a eu quelques changements de gouvernement. L'Australie, le Brésil, etc., pendant ces années-là, eux, ils ont changé le niveau d'ambition. Mais ce n'était pas la décision de Glasgow qui a changé grand-chose. Donc, ça peut donner l'impression de faire des choses. Le risque, c'est lorsqu'on regarde les résultats 1 ou 2 ans plus tard, c'est un effet d'annonce non suivi d'effet. Et donc, c'est une voie qui est ouverte. Enfin, il y a l'agenda de l'action, quelque chose qu'on organise en marge de la conférence depuis Paris. Nous avons dans la COP 21 avec le Pérou, qui avait la présidence de la COP 20, lancé l'agenda de l'action Lima à Paris, qui est devenu par la suite le partenariat de Marrakech en 2016. On joue avec les noms, on donne quelque chose pour chaque ville qui héberge la COP et qui fait des choses. Mais l'idée, c'est effectivement de mobiliser des initiatives collaboratives, des initiatives qui regroupent les gouvernements, les initiatives qui associent des organisations internationales, le programme des Nations Unies pour l'environnement, pour le développement, la Banque mondiale, etc. Mais également les villes, les entreprises qui peuvent participer directement aux événements, aux activités qui ne sont pas des décisions qui nécessitent le consensus, mais qui peuvent mobiliser autour des enjeux de mise en œuvre. Dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de l'eau, le méthane, les émissions de méthane, dans l'industrie, dans différents secteurs. Et la COP de Glasgow en 2021 a particulièrement misé sur ces initiatives avec toute une série d'annonces sur le charbon, sur le méthane, sur les finances, avec le secteur privé, les breakthroughs dans différents secteurs industriels avec l'acier, l'hydrogène, les voitures électriques, un travail qui est mené maintenant par l'Agence internationale de l'énergie, etc. À Dubaï, il y a 2 ans, il y a également
énormément d'initiatives qui ont été lancées par la présidence émérienne. Et en tant qu'ancien conseiller de la présidence émérienne, j'ai vu passer beaucoup de discussions sur ces questions-là. Le problème, c'est qu'il y a maintenant quelques centaines d'initiatives qui sont sorties de ce processus et il y a un manque de suivi. Il y a franchement beaucoup qui ont été des annonces, qui ont eu une vie sur les réseaux sociaux avec une belle photo du président de la COP, accompagné de plusieurs présidents, premiers ministres, ministres, PDG, vedettes du cinéma, surtout si on peut. Et la vie de l'initiative est moins longue que la photo sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des initiatives qui ont été mises en œuvre, qui sont réelles, et donc la présidence brésilienne cherche à mettre de l'ordre dans ce système, à proposer une structure autour de 6 axes calqués sur les grands résultats de bilan global de Dubaï il y a 2 ans, et essayer de voir comment ces actions de collaboration renforcent la mise en œuvre de l'action. On en revient à la plateforme NASCAR, finalement. Mais ce n'est pas que ça. NASCAR était simplement recenser tout ça. Là, c'est mettre de l'ordre dans le système. Et surtout, la question, c'est quel suivi? Quelle est la valeur ajoutée de l'ensemble des initiatives? Est-ce que ça marche ou non? Donc, depuis quelques mois, alors, il y a une logique brésilienne de Mutirao, d'associer tout le monde dans un des termes clés de la COP, qui fait en sorte qu'ils embrassent l'ensemble des initiatives, même les initiatives qui n'avancent pas vraiment. Mais s'ils arrivent vraiment à structurer la discussion pendant la conférence pour vraiment mettre en œuvre ce qui marche, pas simplement faire encore une dizaine de nouvelles initiatives, mais miser sur ce qui est déjà sur place, renforcer son fonctionnement et surtout transformer ça à la fin dans un plan de mise en œuvre pour les quelques années à venir avec des rendez-vous. Il y a 2 champions de haut niveau qui sont nommés par les présidences successives. Il y a actuellement une Azérie et un Brésilien. On attend, je reviens sur la COP 31 dans un instant pour terminer. Mais le Brésil assure la présidence pendant 2026, peut continuer à impulser un tel système. Et si le Brésil prend rendez-vous à quelques moments clés de l'année, ça peut maintenir la pression pour la mise en œuvre d'un tel système. Je trouve intelligent d'aller en ce sens. Là, je parle vraiment à titre personnel, mon analyse, mais ça va dans le sens que cherche à faire la présidence brésilienne. Et pour vrai dire, ce sera un pivot du processus international, d'un processus calqué presque exclusivement sur la négociation d'encore une énième décision, vers quelque chose qui est de plus en plus comment appuyer la mise en œuvre. Et ça fait quelques années qu'on dit on va passer à la mise en œuvre, mais la mise en œuvre, finalement, c'est une nouvelle décision qui n'est pas applicable directement. Donc, ça serait une façon pour la COP de commencer à se transformer, à intégrer pleinement ce système parfois un peu pléthorique, parfois un peu moins structuré de l'agenda de l'action et de mettre ça au cœur du système, mieux formulé, mieux structuré pour la suite. Alors, je vais terminer parce que j'ai trop parlé, va dire un mot sur la COP 31, parce que le Brésil héberge la COP cette année, mais on n'a toujours pas de décision sur qui hébergera la conférence en 2026. C'est le tour du groupe WIOG de l'Europe occidentale et autres, essentiellement l'Europe, plus le Canada, l'Australie, Nouvelle-Zélande, mais également la Turquie. Et donc, il y a l'Australie et la Turquie qui sont toutes les 2 candidates pour héberger la conférence. Et pour l'instant, on n'arrive pas à se départager. Comme il n'y a pas de vote formellement dans le système, il faut trouver un accord entre les 2 pays. On espère toujours qu'ils arriveront à se mettre d'accord en bilatéral. Mais jusqu'ici, les efforts diplomatiques n'ont pas payé. Donc, alors, ce n'est pas la première fois qu'on va dans une COP sans savoir qui hébergera la COP suivante.
à Dubaï en 2023, on ne savait pas qui allait héberger la COP de 2024, qui finalement a été l'Azerbaïdjan, qui est sorti un peu du chapeau. Alors là, c'était l'Europe de l'Est qui était évidemment en difficulté avec la Russie et les autres qui ne pouvaient pas travailler ensemble. Cette fois-ci, c'est vraiment trouver un accord entre deux pays qui est très, très difficile à faire. La Turquie et l'Australie, les marges de marchandage, c'est pas si évident. Donc, mais c'est important d'avoir une décision lors de cette conférence pour que le pays puisse commencer déjà sa préparation logistique. Un an n'est pas trop pour préparer une COP, mais surtout une préparation politique. Et comme je viens de dire, ce n'est pas simplement le contenu de la conférence, mais l'accompagnement de l'ensemble des décisions, la montée en puissance, un travail collaboratif avec la présidence brésilienne. Et nous avons vu à plusieurs reprises que lorsque les présidents successifs peuvent travailler ensemble, comme avec le Pérou et la France en 2015, c'est un atout. Il y a quelques rumeurs déjà sur les COP de 2027 avec le Nigeria qui pourrait être intéressé, c'est l'Afrique. Et l'Inde qui a annoncé à plusieurs reprises son intérêt pour la COP de 2028. On ne sait pas encore si ça peut se confirmer. Euh, Ça sera bien d'avoir une visibilité sur les quelques années à venir. Euh, Évidemment, ce sont des choix qui restent à faire. Bon, j'arrête là parce que j'ai beaucoup parlé pour brosser le portrait global. Quelques idées de réforme, parce que c'était ça qui nous réunissait aussi. OK. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour réformer la COP? Alors, ce que je viens de décrire sur le passage à l'action me semble essentiel. Parce que la COP, depuis 30 ans, est vraiment dominée par les décisions pour mettre en place un cadre multilatéral. Euh, la convention elle-même, la mise en œuvre de la convention, le protocole de Kyoto, la mise en œuvre du protocole de Kyoto, la négociation de Copenhague, la négociation de l'accord de Paris, les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris. On a finalement bouclé toutes ces phases. On va revenir dans les années à venir, c'est sûr, euh, pour revisiter les règles d'application de l'accord de Paris en 2028. On doit revisiter les lignes directrices pour le système de transparence, par exemple, à l'aune de cycles de reporting. Euh, mais ce ne sont pas des grandes décisions qui sont nécessaires maintenant. On est dans l'entretien du système qu'on a mis en place. Et donc, c'est de plus en plus la mise en œuvre qui est essentielle. Et donc, comment on peut structurer le processus pour mettre la mise en œuvre vraiment au cœur de la COP dans les années à venir? Alors, ce que je viens de décrire sur l'articulation avec l'agenda de l'action est une des pistes. Et pour moi, c'est une des pistes à privilégier. Si ça ne marche pas pleinement à Belém, ça reste quand même un enjeu majeur pour les conférences des années à venir. Ce n'est pas simplement négocier encore une décision qui prie instamment les pays à relever l'ambition de l'action, c'est quelle collaboration concrète aide tout le monde à partager l'expérience et aller de l'avant. Je mets en liaison avec ça la question du fonctionnement de beaucoup de processus internes à la COP qui ont été mis en place ces dernières années. J'ai mentionné la difficulté de savoir comment utiliser les programmes de travail sur l'atténuation et le programme de travail sur la transition juste qui ont été lancés ces dernières années. Euh, vous pouvez très bien parler, par exemple, avec Lola Valero, qui était à l'IDRI, qui est maintenant à la Fondation européenne sur le climat, qui co-présidait ce processus sur l'atténuation pendant 2 ans, qui peut dire tout ce qu'elle en pense. Je pense qu'il y a eu de bons échanges. Un des problèmes, par contre, c'est avoir les bonnes personnes dans la salle pour échanger, que ce soit sur l'énergie, sur la ville, sur la forêt et les autres enjeux. Je pense que la première fois que ça a été fait, il y avait un dialogue qui était dans une session des organes subsidiaires à Bonn. On a des négociateurs qui sont là. Ce ne sont pas des gens qui sont responsables en grande partie des politiques de mise en œuvre. Et franchement, la plupart des gens, des ministères techniques, etc., qui vont dans une session comme ça, fuient assez rapidement parce qu'ils ne se trouvent pas de quoi faire.
Je me souviens, il y a des années, quand je présidais l'organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, ouvrait une session, c'était un processus qui précédait ça, euh, sur l'efficacité énergétique dans l'industrie. Il y avait une dizaine d'experts qui étaient venus pour en parler, mais il y avait des membres juniors des délégations autour de la table qui n'étaient pas là réellement pour engager dans un échange sur l'expérience dans ce domaine. Donc, on a besoin de trouver comment rendre ces échanges qui peuvent être riches et opérationnels en matière d'expérience, de politique qui marche, euh, mais injecter ça directement dans un processus parce que c'est un moulin à générer de bonnes idées, de partager des idées, et ensuite on met ça dans un moulin qui s'appelle la négociation des organes subsidiaires de la COP et une décision de la COP, où effectivement ce qui en sont des bromides qui ne disent presque rien en termes de quelque chose de concret. Donc, on perd tout le contenu. Donc, on a besoin de mettre ces informations, ces échanges, dans un espace qui est apte à recevoir des acteurs, des ministères techniques, des villes, des entreprises, des gens sur le terrain, et non pas les diplomates ou les négociateurs. Et deux, on a besoin d'utiliser ce système ou de rendre possible l'utilisation par ces acteurs. Et je reviens à cette formule de faire de la COP un forum de mise en œuvre autour de l'agenda de l'action et utiliser également d'autres opportunités durant l'année. Il y a notamment des semaines climat de la Convention climat qui se réunissent depuis quelques années. Ça a été revisité cette année avec 2 semaines, une semaine en Afrique, une semaine en Amérique latine. Ce n'était pas la grande réussite, je pense, mais c'est une formule qui peut être très intéressante à investir pour des échanges de ce type-là, d'utiliser ces événements qui sont en dehors de la session de négociation. Donc, ce n'est pas que des négociateurs qui sont présents. En faisant ça dans une région, on localise, on délocalise un peu ce processus de tout le monde dans une COP, mais un peu plus dans un processus tourné vers l'action. Et on peut imaginer une autre façon d'utiliser cette expertise. C'est la même chose pour les dizaines de groupes d'experts qu'on a créés au sein de la COP sur l'atténuation, sur l'adaptation, sur les finances, sur les mesures de riposte, sur les sur les pertes et préjudices, sur le renforcement des capacités. Un, c'est important de mettre les bonnes personnes dans ces instances, pas simplement recycler les négociateurs pour avoir vraiment des gens qui sont actifs. Franchement, pour l'instant, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un peu trop les négociateurs qui dominent. Et deuxièmement, les travaux de ces instances peuvent être utilisés et non pas simplement injectés dans encore une décision qui n'est pas opérationnelle, n'est pas utilisée. Donc, il y a cette option de transformer le processus, d'utiliser ces événements durant l'année. Et pendant la COP, les jours consacrés, qui est déjà le cas avec l'agenda de l'action, mais injecter directement ces résultats dans ce processus pour que ce ne soit pas que des acteurs non éthiques, etc., qui arrivent, mais la collaboration internationale, les instances qui contribuent. Dernièrement, il y a des questions de vraiment qu'est-ce qu'on fait avec le processus lui-même. Est-ce qu'on peut réformer un processus qui est vu comme bloqué et sclérosé et incapable de prendre des décisions? Le problème, c'est pour réformer ce système, il faut le consensus. Et réformer un système qui est bloqué par le consensus, il faut le consensus. Donc, il faut un peu, c'est pourquoi je mise beaucoup sur ces éléments plus informels qui n'ont pas besoin de consensus, qui peuvent être impulsés par la présidence, qui peuvent être portés par les présidents des organes subsidiaires, mais surtout par les présidences qui peuvent changer la donne et modifier la façon que le processus fonctionne. Il y a quand même la possibilité
d'améliorer le fonctionnement actuel. Moi, je trouve que les ordres du jour de chaque session sont massivement surchargés depuis quelques années. Il y a un des membres du secrétariat a fait une petite graphique avec le temps disponible pour discuter de chaque réunion de négociation. C'était 2 ou 3 heures il y a 20 ans. Maintenant, c'est même pas 1 heure assez souvent. Et sans surprise, on a quelques réunions, on n'avance pas. Donc même avec la bonne volonté, il est difficile à piloter autant de sujets dans une session. Donc passer à un processus, un plan pluriannuel de travail où on n'aborde pas tous les sujets à chaque session, mais on décide cette année, on met en exergue cet élément, cet élément, cet élément. Ce serait une bonne façon d'alléger le processus. J'estime qu'il sera possible pour la présidence et les présidents des organes soutiens de faire une proposition en ce sens, avec l'appui du secrétariat. Bien sûr, les pays peuvent gueuler et dire non, on n'est pas d'accord. Mais on peut mettre en place de bonnes pratiques. Et si on ne cherche pas à mettre en place les bonnes pratiques, et si on ne fait pas l'effort d'améliorer le système, ça n'avancera pas. Donc, il faut un peu de leadership de ces acteurs. Je ne pense pas que ça passera d'un seul coup, mais je pense qu'on peut progressivement améliorer ce processus. Le passage à un système de vote, je ne vois pas, on va dire. Je pense que c'est un leurre parce que, à mon avis, c'est trop compliqué de changer quelque chose qui avantage potentiellement tous les groupes. On dit toujours que ça permet aux Saoudiens et autres de bloquer, et c'est vrai. Mais ça a permis également aux États insulaires à Paris de mettre 1,5 sur la table, parce qu'ils n'allaient pas accepter une décision où 1,5 n'y figurait pas. Donc ça peut être utilisé par tous les groupes. Et un des avantages d'un système de consensus, c'est très difficile pour un pays à la fin de claquer la porte. La difficulté, c'est si c'est mal géré par une présidence qui est mal préparée, qui ne respecte pas la règle d'impartialité. Et nous avons vu un peu la présidence azérie l'année dernière qui a oublié d'associer des pays qui n'étaient pas très habiles dans la gestion de la conférence. Il y a eu des défis. Donc, il faut vraiment une bonne présidence. Une bonne présidence arrive mettre les choses sur la table, même avec une règle de consensus. Donc, je pense qu'il y a ces éléments-là qui peuvent être renforcés. Un dernier élément, c'est l'articulation avec le reste des Nations Unies. Et évidemment, dans les Nations Unies, il y a en ce moment l'UN 80, sur les 80 ans des Nations Unies, l'initiative lancée par Guterres sur la réforme globale des Nations Unies, face à la crise budgétaire à laquelle font face les Nations Unies. Les États ne payent pas leurs contributions. Les Américains, évidemment, ne contribuent pas, mais beaucoup de pays ont des retards, des arriérés importants ou ne payent pas. Donc, il y a des problèmes de financement, des problèmes de trésorerie de l'ensemble des instances onusiennes. Le secrétaire de la Convention climat a une décision d'une augmentation de 10% de son budget des années à venir, qui est positif, mais bon, ce n'est pas son problème. Donc, une collaboration avec d'autres instances est quand même nécessaire. Donc, quand même mobiliser pleinement l'ensemble des acteurs des Nations Unies. À titre perso, je ne suis pas convaincu de l'idée de tout regrouper. Un grand pôle environnement autour du programme des Nations Unies pour l'environnement, en mettant le climat dedans, ne me semble pas forcément la bonne solution. En partie parce que, pour vous dire, le climat a beaucoup plus de force que le reste de ce que font les Nations Unies sur l'environnement. L'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement tient quelques 7000 personnes et les ministres de l'Environnement. Pas tous. Une COP climat est devenue gigantesque et c'est un problème d'avoir 100 000 personnes à Dubaï ou 50 000 personnes à Bakou et je ne sais pas combien à Berlin cette année. Ce n'est pas soutenable, mais ça arrive à attirer des ministres sur d'autres sujets, ça attire des chefs d'État. Si on met tout dans un lot plus environnement, ce n'est pas nécessairement la même chose. Il y a des synergies qui sont à travailler, notamment dans le domaine de la mise en œuvre.
Avec la biodiversité, c'est clair, dans le secteur des terres, les questions de stockage de carbone, il faut vraiment travailler de pair dans ces secteurs, avec la désertification, évidemment, sur ce secteur aussi. Donc, il y a des domaines où il y a des synergies. Mais le climat, c'est beaucoup sur l'énergie, c'est beaucoup sur l'industrie. Il faut trouver d'autres secteurs de collaboration avec le développement plus largement, avec l'agriculture avec la FAO sur l'agriculture, avec, comment ça s'appelle, sur le développement industriel, l'UNIDO, je ne trouve pas le nom en français, désolé, sur la partie développement industriel, il y a des synergies, encore une fois, qui sont tout à fait souhaitables et possibles. Donc, je pense que c'est sans doute il y a une réforme globale des Nations Unies à New York qui est nécessaire. Ce qu'il faut, le climat a quand même un statut à part. C'est un traité, ces décisions ne peuvent pas être prises à New York, c'est la COP qui décide qui est le secrétaire de la COP, où est basé le secrétaire, etc. Il y a clairement des synergies potentielles dans certains domaines de fonctionnement qu'il faut explorer. Mais c'est peut-être plus largement ces synergies dans le domaine, encore une fois, de la mise en œuvre, moins de négociations, plus de collaboration dans ces secteurs essentiels. Et donc, c'est une piste également à approfondir. Et comme il y a cette réforme plus globale qui ne sera pas achevée cette année, et une des questions, c'est qui reprendra le pilotage des Nations Unies après Guterres qui arrive, qui a un an de son terme et le processus de sélection, il y a déjà des noms qui circulent et les Américains ont un veto. Donc, est-ce qu'on aura quelqu'un qui donnera une impulsion de New York sur le climat comme Guterres l'a fait ces dernières années, ou est-ce qu'on aura quelqu'un qui ne s'intéresse absolument pas au climat? Et encore une fois, on a une vague climat, on est un peu en bas de la vague en ce moment. Est-ce qu'on remonte avec quelqu'un ou est-ce qu'on a quelqu'un à New York pour qui le climat est plus prioritaire? Euh, et je pense qu'il y a des soucis dans ce domaine. J'arrête là parce que sinon je vais être pessimiste. Alors, débutons la séance de questions-réponses. Moi, je vais commencer pour lancer tout ça. Est-ce qu'il faut dégraisser les COP, dire qu'ils sont aujourd'hui devenus une espèce de, à côté du processus de négociation que tu as décrit, une espèce d'énorme foire où se côtoient des universités, des associations, des industriels, etc. Est-ce que c'est pas a little bit too much pour être efficace? Je me souviens de quelques conversations à Dubaï. Il y a combien de gens qui viennent? 60 000, c'est pas assez. Donc, les Émirats voulaient la plus grande COP du monde. Ils l'ont eu. Et j'espère qu'on ne va pas à 100 000 personnes pour les COP des années prochaines. Une certaine simplification est souhaitable. Cela étant, ce changement, c'est quand même un basculement dans une COP qui n'est plus dominée par la négociation. Les négociateurs restent, il y a toujours la négociation. Les représentants d'État, c'est la COP formelle juridiquement, c'est la COP où se trouvent les gouvernements qui prennent des décisions. Mais de plus en plus, la COP, c'est tout ce qui tourne autour. Alors, si c'est une multiplication de pavillons, on ne fait que des annonces sans suite, je trouve ça, c'est quelque chose qu'il faut dégraisser. Euh, Ce qu'il faut, c'est la redevabilité là-dedans. Donc, ce n'est pas nécessairement le nombre de personnes, mais la crédibilité de l'événement qu'il faut renforcer, qu'il faut avoir en ligne de mire. Euh, Est-ce que les annonces sont suivies d'effets? C'est pourquoi je reviens sur le plan de suivi. Qui fait quoi? Pourquoi? Avec quel effet? Et à quel moment on va faire un point, évidemment, la COP prochaine, l'année prochaine, mais durant l'année, on maintient la pression. Donc, si on n'a que cette foire où tout le monde est là, mais je me souviens, à Sharm el-Sheikh, j'avais une petite réunion avec quelques personnes qui travaillaient sur les énergies renouvelables. Ils disaient, en fait, on est des centaines dans cette salle. C'était une grande salle où les gens étaient assis. On est en train de faire des deals entre eux pour parler de projets d'énergie renouvelable dans le monde. Donc, ça attire. Ça, c'est pas publié.
Mais c'est un endroit où on arrive pour commencer, parce que c'est l'endroit où les gens se rencontrent, se retrouvent. Donc, ça a pris ce rôle également. Donc, le fait, ça attire un monde qui n'est pas les négociateurs traditionnels. C'est une bonne chose. C'est bien que des entreprises qui sont actives dans la mise en œuvre de la transition sont présentes. Bien sûr, il y a toujours du lobbying pour ou contre. Mais pour dire, le lobbying efficace se fait dans les capitales. C'est là où on a accès au cabinet du président, on voit directement au président. Si on veut faire du lobbying en France, on va à Bercy, on va à Matignon, peut-être à l'Élysée, on va à l'Assemblée. C'est là où on a de l'influence. On va à Bruxelles, etc. Donc, on fait son lobbying avant d'arriver à la COP, pour dire. Bien sûr, il y a des annonces, il y a des événements. Ça peut colorer le message qui sort de la conférence et ça pèse. Mais ça peut être également très utilisé par la société civile. Et vous, en tant que journaliste, vous savez que c'est souvent les acteurs de la société civile, des think tanks qui sont les plus ouverts à parler, à être cités et qui peuvent fixer un peu les messages qui se passent dans une COP. Donc, ça marche dans tous les sens, effectivement. Donc, je pense qu'on peut dégraisser, oui, pour éviter les 100 000. On n'a pas besoin de ça. Mais on n'a pas besoin de revenir à des COP de 5000 personnes. Ça ne sera pas une bonne idée de revenir à une COP uniquement de négociateurs, uniquement tournés. On a besoin de cet équilibre, on a besoin de ce changement de processus, mais il faut de la redevabilité, il faut savoir pourquoi les gens sont présents et que sont les résultats. Et il faut collationner ce message sur l'impact de la COP, y compris les deals qu'on fait en marge de la COP. Autre question. Pardon. Bien sûr, bien sûr. Je ne vais pas mettre un chiffre. Pardon, est-ce qu'il est possible de répéter la question? Merci. Alors, la question était entre une COP de 100 000 et une COP de 5 000, quel serait le bon équilibre? Merci. Quelle serait la bonne composition? J'étais dans une réunion la semaine dernière avec des chercheurs essentiellement qui parlaient qui faisaient une petite étude sur la participation à la COP, l'utilisation des badges overflow que les partis utilisaient dans le passé pour avoir plus de monde, mais qui ne figuraient pas sur la liste. Maintenant, tout le monde figure sur la liste, donc on ne sait plus à quoi sert ces catégories-là. Mais ces chercheurs qui disaient, oui, le problème, c'est on a un badge pour notre institution pour aller à la COP. Donc, bien sûr, on demande au gouvernement des badges supplémentaires pour amener quelques personnes. Les ONG font pareil, les industriels font pareil. Et donc, assez rapidement, le groupe la participation est gonflée. Je trouve que c'est une bonne chose que les gens souhaitent participer à une COP, mais si c'est pour faire du tourisme, non. Donc la question, c'est pourquoi tout le monde est présent. Pour s'afficher avec derrière un panneau avec une belle photo sur les réseaux sociaux, ou est-ce que c'est pour vraiment participer à quelque chose de concret? Donc je pense que l'équilibre est difficile à définir. Je pense que Berlin aurait pu être un test intéressant si on s'était limité à 10 000 ou 15 000 personnes, mais c'est très difficile à faire ça. Et c'est particulièrement difficile à demander aux États de limiter leur participation. Donc, certains États, ils sont intéressés financièrement. En principe, on a tout intérêt à ne pas payer tout le monde. Et cette année, c'est un des défis pour certaines délégations qu'on n'arrive pas à payer les chambres pour tous les gens qu'on souhaite envoyer pour la délégation formelle. Mais on a des pays qui arrivent et qui contribuent à l'inflation des prix. Et je pense que la vraie question, c'est est-ce qu'on peut limiter la participation des États pour que tout le monde n'ait pas envie d'y aller parce que le président y va, tel ministre y va, donc je dois les accompagner. Est-ce qu'on peut simplifier cet élément-là? Mais pour moi, c'est peut-être, si je mets un chiffre, c'est quelque part entre 20 et 40, qui me semble la taille d'une conférence
qui est gigantesque, qui est difficile à héberger. Il y a peu de sites qui sont capables d'héberger des conférences de cette envergure dans le monde. Donc, ça crée un vrai problème, notamment pour les petits pays qui peuvent difficilement se proposer pour héberger une conférence. Et donc, ça pousse vers les pays qui ont de grandes installations touristiques ou quelque chose. Sharm el-Sheikh, il y avait des soucis en termes de, surtout de la logistique sur le site, mais l'hébergement sur place n'était pas un problème. Donc, ça pousse vers ces pays qui ont la capacité et ça rend difficile. Donc, c'est un équilibre politique, mais également, je pense que si on met trop bas, on va perdre la valeur ajoutée de la COP ces dernières années, qui est cet élargissement à d'autres secteurs, qui est une bonne chose. Autre question. J'avais une question sur l'agenda d'action lequel vous suggérez si cette piste de réforme d'avancer dans les degrés géométriques, c'est dans une façon de redresser à l'universalisme. Est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est une problématique de dire que pour la mise en œuvre, on va plutôt faire avec ceux qui sont capables de faire? Moi, je trouve que ce n'est pas un renoncement à l'universalisme. Ça, c'est l'accord de Paris. Les partis préparent des contributions nationales, mettent ça sur la table, les politiques nationales. Il y a la transparence, le reporting, le rapport bisannuel des pays et l'analyse de ce système qu'on doit améliorer. J'avais oublié de le dire, mais ça, c'est une autre piste qu'on utilise ces informations. Je dirais un mot si vous voulez. Mais il y a des traités, on peut parler d'ozone ou d'autres traités où on est un peu plus comment je veux dire, excusez-moi, je t'ai interrompu. Oui, il y a des traités comme l'ozone, par exemple, où on est vraiment dans la fixation de dates et calendriers pour éliminer des substances précises. On trouve le contrôle de telle CITES ou quelque chose comme ça, on est dans les exploitations de tel animal, tel produit d'origine animalière, etc. Donc, on a quelque chose de très précis. Le climat, c'est tellement pléthorique finalement qu'imaginer un système où on va dire qu'est-ce qu'on fait dans tel secteur industriel, qu'est-ce qu'on fait avec les voitures, c'est impossible d'avoir un accord international sur la transition de secteur acier ou de la production électrique, l'arrêt de l'ensemble des centrales à charbon. Je ne vois pas ça sortir d'un accord multilatéral. L'OCDE avait travaillé sur des objectifs sectoriels. Il y avait peu d'acteurs, l'acier en particulier. Il y avait l'idée à un instant d'insérer des accords sectoriels dans le processus, notamment lorsqu'on était à Copenhague en 2009. C'était inacceptable au pays pour exactement cette raison. Qu'on commence à toucher à le choix souverain de gestion de tel secteur ou tel secteur. En revanche, la collaboration concrète par secteur, c'est là où on peut imaginer un pilotage qui va dans ce sens. Une collaboration du secteur de l'acier pour imaginer comment vraiment, ou de ciment, comment l'ensemble des acteurs de et il y a des initiatives qui regroupent les gros acteurs et les gouvernements dans ces domaines. Ouais. Ouais. C'était un secteur, l'aviation et maritime sont assez particuliers parce qu'en tant qu'émissions de transports internationaux, ces émissions ne sont pas comptabilisées dans les inventaires des États. On n'a jamais trouvé de formule pour dire comment on répartit les émissions d'un vol ou encore plus un navire entre deux États. Et donc, on a laissé ça dans un pot commun. Et donc, on a poussé, et il arrive qu'il existe
des instances onusiennes, l'Organisation maritime internationale et l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui ont la compétence en la matière de ces secteurs. Et donc, c'est un peu extra, c'est un peu extraordinaire. La même chose, nous avons, avec le protocole de Montréal, fait l'amendement de Kigali pour introduire les gaz fluorés dans le domaine d'action du protocole de Montréal. Les gaz fluorés ne sont pas des gaz nuisibles pour la couche d'ozone, mais des gaz à effet de serre, mais sont utilisés dans les mêmes secteurs. Ce sont des remplacements pour les gaz utilisés traditionnellement, qui sont éliminés progressivement par le protocole de Montréal. Donc, en utilisant les mêmes instruments, ça a du sens. Mais ce sont des secteurs très particuliers. Donc, ça marche pour certains secteurs. Est-ce qu'on pourrait faire ça pour le méthane? Je pense que Mia Mottley, la première ministre de Barbade, a fait une suggestion de négocier un traité sur le méthane pour éliminer le méthane, notamment de secteur industriel ou de l'énergie. Je trouve ça intéressant. Le problème, comme toujours, c'est est-ce qu'on lance encore une négociation très incertaine pour arriver à quelque chose? Et là, il n'y a pas de structure existante qui est capable de porter ça. C'est quelque chose qui est réparti dans les émissions des pays déjà. Euh, les gaz fluorés, c'était un cas très circonscrit euh, avec le protocole de Montréal. L'aviation, le maritime, c'était déjà traité à part. Sortir ça de ce qu'on fait déjà, ou est-ce que c'est mieux d'avoir une collaboration sur le méthane mieux structurée que ce qu'on fait actuellement? On avait un pledge sur le méthane à Glasgow, beaucoup porté par les Américains, qui ne sont plus évidemment dans le jeu. Comment formaliser ça pour les années à venir, faire en sorte, encore une fois, la redevabilité soit au rendez-vous et on maintient la pression sur les États, mais également sur les acteurs. À Dubaï, on peut critiquer la présidence émirienne sur pas mal de choses, hein, y compris notamment Sultana Djebba qui cumulait président de la COP 28 et PDG d'ADNOC, la Société pétrolière nationale. Au moins, ça dépend de parler. Mais il parlait directement avec les chefs des autres entreprises pétrolières, les acteurs nationaux, en grande partie des producteurs, pour parler de ce qu'ils allaient faire directement pour maîtriser les émissions. Encore une fois, on peut avoir des annonces, mais c'est le suivi qui compte. Certes, formalisé dans un traité, soit dans la COP elle-même, serait idéal, mais des choses ne vont pas se faire. Donc, ce n'est pas un renoncement parce qu'on a toujours l'ensemble de l'architecture de l'accord de Paris pour assurer le suivi, mais compléter ces éléments. Si on peut compléter par des initiatives qui sont formalisées à terme par des traités parallèles, pourquoi pas? Moi, j'y suis favorable. Mais miser sur cette approche comme l'approche principale sans investir dans un premier temps les initiatives de collaboration, je trouve que c'est perdu de temps. Donc, je pense que l'intérêt, la priorité, c'est de mettre en place la collaboration avec la redevabilité. Et ça nécessite notamment des secrétariats. Ça nécessite des calendriers de suivi. Il y a une petite analyse qui a été faite, qui n'est pas publique, malheureusement. J'ai dit aux gens qui l'ont faite, ça vient de trouver comment publier des douzaines d'initiatives lancées à Bakou l'année dernière par la présidence azérie directement. Et personne ne se souvient de ce qu'ont fait la présidence azérie. Mais ils ont fait une petite analyse. Est-ce qu'il y a des annonces chiffrées? Oui. Est-ce qu'il y a un secrétariat? Et je pense que l'ensemble des réponses étaient non. Est-ce qu'il y a un calendrier de suivi? Non. Donc, lorsqu'on est dans ce cas de figure, on est face aux éléments qui finalement, c'est vide, c'est extra. Bullshit. Est-ce que... Bon, d'accord, j'ai dit grossir un peu. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Succès total. Camille, On peut répéter la question, merci. la question était de savoir s'il y avait une question. Mais Si, il y Camille a une- Richard vient d'y répondre, elle a une question. Merci Valérie. Alors, question de Camille Richir, qu'est-ce que les coalitions
Qu'est-ce que les coalitions qui s'impliqueraient dans l'agenda de l'action vont changer par rapport au système actuel? Ouais. Je pense que c'est la façon que c'est la structure que peut apporter la présidence. Avec l'appui des champions qui ont des petites équipes qui peuvent assurer un secrétariat qui est lié au secrétaire de la Convention climat maintenant. Donc, ça fait une structure. Parce que le risque, c'est on fait des annonces. Chaque présidence fait une dizaine d'annonces avec les champions encore des dizaines, etc. Donc, ça se multiplie. Et ensuite, on ne fait pas le point chaque année sur ce qui a été fait. Donc la question, c'est comment passer de quelque chose qui est franchement désorganisé, qui est tiré dans une logique de communication. Il y avait 200 communicants dans l'équipe à Dubaï, de toutes les grandes boîtes, Edelman, etc., qui étaient présents, qui sont en train de construire le Brésilien, je comprends. Et les boîtes de consulting, BCG, etc., qui faisaient de très belles présentations PowerPoint sur toutes les initiatives. Donc, tout ça était là. Mais la question, qu'est-ce qu'on fait avec? Il y avait une volonté de mettre des choses sur la table, mais pas d'assurer le suivi. Donc, la différence, ces initiatives trouvent leur place. C'est une enveloppe, c'est une maison dont on a besoin qui est accolée à la maison de la COP. Moi, je parle d'un forum qui est structuré par la présidence, forum de mise en œuvre où tout ça peut être euh, euh, présenté, mais surtout, on parle du suivi. Qu'est-ce qu'on a fait? Et lorsqu'on fait le forum l'année suivante, on est en train de dire qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on progresse? Et bien sûr, s'il y a des initiatives qui sont défaillantes, s'il y a des carences dans le système, on peut lancer de nouvelles collaborations. Et si on trouve qu'on a besoin d'une nouvelle initiative sur le méthane et à terme, ça peut devenir un nouveau traité, c'est très bien. Et ça peut trouver sa place dedans. Donc, ce n'est pas une différence de nature, mais c'est une différence de fonction. Non, je m'exprime mal. C'est que ce dont on a besoin, c'est le cadrage de l'exercice qui manquait jusqu'ici et la structuration qui peut être pérennisée sur différentes présidences successives. Il y a un avantage dans ce système, si quelque chose marche une fois, ça devient un précédent. Et tout le monde pense que je dois faire la même chose. Nous avons adopté une décision au début de la COP de Dubaï. Donc, les Azeris pensaient qu'il faut adopter une décision le premier jour. Donc, une fois lancé quelque chose, même si ce n'est pas une bonne idée, on continue à poursuivre des choses et ça devient la pratique. Donc, si on fait bien, et c'est pourquoi je dis, si les Brésiliens arrivent à bien structurer ça, ça peut être reprise par la Turquie ou par l'Australie l'année suivante. Ça sera bien d'avoir une décision et quelqu'un avec qui bosser. Question soit les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris, mais pas sortis ni de la Convention, ni de la négociation protocole de Kyoto. Est-ce que ça leur laisse un pouvoir d'influence, je ne sais pas dire de nuisance? OK, et je vois qu'il y a quelqu'un Et qui a mis Dominique, main. après. Oui, merci. Pour répondre à la question de Valérie d'abord, s'ils décident d'envoyer une délégation, ils auraient la possibilité de prendre la parole en disant non, on n'est pas d'accord, et de bloquer des choses. Et c'est quelque chose qui m'inquiète parce qu'ils ont démantelé l'équipe du département d'État qui assurait le pilotage de la délégation. Il y avait des diplomates qui étaient là depuis une vingtaine d'années, qui connaissaient le processus depuis le départ. Ils avaient d'excellents, très durs à négocier avec eux parfois, très bien formés, mais qui maîtrisaient le processus, qui connaissaient les autres délégations. Non seulement la structure a été éliminée, mais quasiment tout le monde qui en faisait partie a soit claqué la porte parce qu'il ne voulait pas rester, qui le retraite ou parti dans le privé ou dans une université, think tank ou quelque chose, ou ont été d'emblée virés. Ils ont viré pas mal de diplomates simplement parce qu'ils avaient travaillé sur le climat. Donc, ils ont perdu toute l'expertise de la maison. En revanche, ils peuvent simplement envoyer quelqu'un qui est
un vrai idéologue MAGA attitré, qui ne connaît rien au processus, mais qui est là pour dire non. Quelqu'un payé par l'industrie pétrolière qui arrive pour dire non. Donc, s'ils accréditent une délégation, c'est potentiellement difficile pour les Brésiliens et pour la criminalisation. Même quelque chose comme la décision sur le budget 2000 des ans à venir, c'était négocié à Bonn en l'absence des Américains, mais il reste formellement à adopter la décision à Berlin. Et s'il n'y a pas de budget de fonctionnement, c'est très difficile à travailler. Donc, il y a des questions très pratiques comme ça. Franchement, c'est presque préférable qu'il reste dehors en attaquant ce qui n'est pas bon et qui laisse chaise vide. La question se pose parce qu'on fonctionne par consensus. Si quelqu'un ne fait pas, ne participe pas de bonne foi pour essayer de trouver le consensus, est-ce qu'on peut les ignorer? Il y a le cas de Cancun en 2010, où la présidence mexicaine négociait un accord après l'échec de Copenhague l'année précédente. La Bolivie était sur une ligne très dure. Ne voulait pas d'accord, ne voulait pas un accord qui se dessinait, mais a décidé pendant les derniers jours de la conférence à laisser chaise vide dans la négociation des décisions qui étaient le résultat de la conférence. Tout le monde participait, sauf la Bolivie. Ensuite, lorsque la Bolivie a essayé de bloquer la décision finale, la présidente de la COP de Cancun a quand même constaté un consensus dans la salle. Alors, la Bolivie, Fabius a oublié de voir qu'il y avait une main qui se levait au moment où il tapait. Hein. Bon, ça aide d'avoir parfois la traduction simultanée avec un petit délai de quelques secondes pour que quelqu'un dans la salle n'entende pas et lève le panneau quelques secondes après l'annonce en français. À ce moment-là, tout le monde. Il y a des tactiques pour faire passer ça. En revanche, si on utilise ça mal, ça passe très mal. Donc, il faut être vraiment habile. Il faut faire le maximum pour associer tout le monde. Il faut être totalement impartial dans la gestion du processus, à l'écoute de tout le monde. Ce qu'a fait Fabius pendant toute la COP de Paris, ce qui a fait en sorte que Nicaragua n'était pas. On savait que les Nicaraguayens ne voulaient pas se poser à l'adoption, ne voulaient pas s'y joindre. Donc, laissant l'annonce après la décision a été légitime. Ce qui s'est passé l'année dernière à Bakou était limite. Ce qui s'est passé à Doha lorsque le président qatari a adopté face aux Russes qui s'opposaient activement à l'adoption d'une décision, c'était limite. Donc on peut forcer la main, mais on force la main lorsqu'on est sûr d'avoir bien préparé. Et je trouve que si les Américains ne sont là que pour nuire, les Brésiliens auront besoin de passer en force. Mais pour ça, il faut absolument bien préparer. Oui. Oui. Alors, ma question, vous avez justement, d'ailleurs, c'est bien parce que là, on vient de poursuivre un peu sur ce raisonnement. Moi, je voudrais revenir justement sur une de vos interventions concernant vote et consensus. Vous avez évoqué la difficulté à faire passer la position du vote, mais en même temps, vous avez souligné l'intérêt, effectivement, du vote des petites îles. Alors, moi, je voudrais, est-ce qu'on a une idée à peu près de cet équilibre entre consensus anglo-saxon et vote finalement assez de tradition francophone? Et je voudrais savoir si on a une petite idée de ce que ça pourrait changer ou de ce que ça pourrait devenir, hein. Et est-ce que les gens se sont mis au consensus par obligation ou bien est-ce qu'ils gardent une culture très forte du vote? Et ce qui serait, par exemple, intéressant de la conserver en ce qui concerne la position des coalitions? Dans le cadre de la Convention climat, il n'y a jamais eu un vote. Et on ne peut pas voter. Point. Oui, mais est-ce que c'est changeable? Non, je ne crois pas. Ça date de la COP 1 en 95 à Berlin sous la présidence d'Angela Merkel à l'époque, où la conférence a élaboré son règlement intérieur.
Et depuis lors, on applique le règlement intérieur, le projet de règlement intérieur, en l'absence de son règlement 42, qui est le règlement, le paragraphe qui parle du vote. Et donc, il n'y a pas d'article qui prévoit un vote sur toute question, même des questions de procédure. Il n'y a pas de possibilité de vote. Je m'interroge sur la possibilité de décider uniquement pour une décision, par exemple, pour départager la Turquie et l'Australie. Est-ce qu'on pourrait se doter de la possibilité de voter une fois? C'est peut-être à explorer. Ça a été fait pour la biodiversité entre l'Arménie et les... Mais la biodiversité n'a pas le même règlement intérieur. La biodiversité a une règle de vote pour les questions de procédure. La COP climat, non. Donc, juridiquement, ce n'est pas identique. La situation n'est pas la même. Et donc, le consensus s'impose pour toutes les décisions. Et pour adopter le règlement intérieur avec une règle de vote, il faudrait le consensus. Et il n'y a pas de consensus là-dessus. Donc, je ne vois pas un changement de cette situation dans les années à venir. Il y en a qui en parlent régulièrement et il y a des articles régulièrement sur la question, mais je ne trouve pas probable une évolution de la situation. Donc, je pense que la question, c'est comment bien préparer ce processus. Là, c'est que la présidence soit bien préparée. Je trouve qu'il y a un rôle important pour le secrétaire de la Convention climat à bien aider les présidences successives. Il faut peut-être renforcer le secrétariat en ce sens. Mais la culture de vote est absente. Question de Marie Bélan. Moi, j'avais une question sur l'atténuation. Un des grands moments de cette vous avez dit, ça va être la publication et l'examen des NDC pour voir ça va être compliqué pour le Brésil quand même de venir. Il faut une voiture très tardive. Comment on peut mettre le focus sur les NDC, sur l'atténuation de l'économie, c'est le cas quand même beaucoup. Alors, je répète pour les gens qui sont en ligne, question de Marie Bélan, qui se demande comment le Brésil peut entraîner les États à améliorer leur NDC3, alors qu'il est lui-même un État pétrolier et qu'il vient de relancer l'exploration pétrolière au large de l'Amazon. Ouais. C'est une des tensions qui arrivent assez souvent dans ces conférences. Il y a des critiques encore un pays pétrolier, et le Brésil est un pays pétrolier important maintenant. J'étais au Brésil cet été à Vitória, dans l'état de Espírito Santo, Saint-Esprit, une ville que je connaissais absolument pas. C'est un petit État, mais qui est au cœur de l'industrie pétrolière maintenant. Apparemment, une grande partie de l'industrie pétrolière est vraiment dans les eaux proches de cet État. Donc, il y a un revenu important. Et le gouverneur de l'État qui était dans la réunion où j'étais a vraiment insisté, on va en parler franchement, parce que pour nous, c'est une source de revenus dont on a besoin, mais nous sommes en train de l'investir vraiment dans la transformation énergétique, dans la transition et pour le climat, etc. Donc, nous avons, oui, il y a une tension, mais nous cherchons à réconcilier cette tension de cette façon-là. Alors, c'est un beau discours. La question est toujours, je pense pour vous, les journalistes, de poser la question, est-ce que c'est vrai d'exposer les contradictions qui se trouvent parfois au sein des discours de dirigeants? Moi, je ne dirais rien. Moi, je trouvais j'étais assez impressionné par ce que j'ai entendu, les échanges qu'on a pu pendant 2 jours avec le gouverneur qui s'intéressait vraiment à ce qui allait être sur la table. La question, c'est qu'est-ce qu'on met dans la COP? Encore une fois, qu'est-ce qu'on peut élaborer comme réponse de la COP à ce manque d'ambition et la faiblesse de l'ambition en matière d'atténuation? Déjà, il faut reconnaître qu'il y a un processus qui est prévu à l'accord de Paris, mais qui ne sera pas déclenché cette année. C'est le bilan global qui a lieu tous les 5 ans.
c'était l'équilibre qu'on a trouvé. On ne fait pas l'analyse de chaque contribution nationale de chaque pays. Il y a quelques pays qui voulaient ça, mais beaucoup de pays n'en voulaient absolument pas. Et donc, on demande de la clarté sur les définitions, sur la portée, etc. Et en principe, on aura des informations bien améliorées cette fois-ci. Mais l'examen de l'adéquation des objectifs avec les trajectoires de long terme, etc., on laisse ça à l'appréciation des États. C'est l'accord politique de Paris. On peut critiquer, mais ce qui était trouvé. Mais ensuite, on utilise le bilan global tous les 5 ans pour voir collectivement où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est sur la voie et qu'est-ce qu'on doit faire ensemble et comment on doit utiliser cette information. Donc, je pense qu'il y a des éléments qui sont un peu difficiles à aller en disant on va tout remettre sur la table chaque année. Je trouve que les invitations au pays de revisiter la contribution nationale chaque année, c'était presque en train d'affaiblir la crédibilité du processus, parce qu'il n'y a pas de continuité dans la mise en œuvre, ce qui est essentiel. On ne peut pas ignorer ce que les pays mettent sur la table, on ne peut pas ignorer le fait que sortir des énergies fossiles est un élément clé, et c'est un des objectifs qui se trouve dans la structure proposée par le Brésil, qui sort de la réforme de l'agenda de l'action, parce que c'est dans les prévisions de Dubaï, la transition à partir des énergies fossiles en fait partie. Donc, il y a 6 axes et 30 objectifs, ça en fait partie. Donc, c'est quand même acté qu'on va bosser là-dessus et les initiatives qui vont dans ce sens. Est-ce qu'on peut faire l'analyse de chaque NDC en pointant de doigt en disant vous devez faire plus? C'est simplement pas prévu par l'accord de Paris parce que l'équilibre politique n'y était pas. On fait l'analyse et j'ai dit tout à l'heure, on a besoin de revenir sur le fonctionnement du système de transparence. Et je pense que là, c'est améliorable. Et ça fait également partie des réformes qu'on peut creuser. Parce que maintenant, jusqu'ici, on avait un système binaire, un système relativement élaboré pour les pays développés, des trentaines de pays développés de la Convention de l'accord de Paris qui faisaient des soumissions chaque année de les inventaires d'informations sur le suivi de la politique. Les pays en développement, c'était moins intense et moins complet. Maintenant, tout le monde fait pareil. Il y a des rapports tous les 2 ans de toutes les parties qui sont censés mettre ça sur la table. Alors, 2014, 2024, il y a une centaine de rapports déposés. Pas tout le monde l'a fait. Il y a quelques, je n'ai pas vérifié la liste récemment, il y avait toujours quelques grands qui étaient absents, mais la plupart ont joué le jeu. Mais comment utiliser cette information? Il y a une session à Bonn en juin de ce qu'on appelle, oh mon Dieu, comment je peux traduire ça? La configuration de progrès multilatéral facilitatif, franchement, ça veut dire n'importe quoi. FMCP, pour donner un sigle acronyme horrible, Facilitative Multilateral Consideration of Progress. Bon, c'est un processus censé être un examen revue de l'action des États. Alors, une poignée de pays ont participé à Bonn. Il y a un rapport qui dit tel pays ont participé, il y avait combien de questions posées par combien de pays, et c'est ça l'information qui sort de ce rapport. Là, je trouve ça totalement inutile. La question, c'est comment on peut apprendre de l'expérience, comment on peut faire ça, un processus apprentissant. D'abord, le mot que je cherche. Ouais. Apprenons. Et plus largement, comment on transforme la COP, etc., dans un processus apprenant pour renforcer l'action. Donc, je trouve qu'il y a une voie là qui est nécessaire. Donc, je n'ai pas totalement répondu à votre question, mais voilà. Mais c'est un bon essai. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne ou autour de la table? Sur la société civile, parce que est-ce que la mobilisation des
changer la donne pour le climat à la tête, parce qu'on voit bien que les climats sont passés un peu dans Alors, traduction pour ceux qui sont en ligne, est-ce que la société civile internationale peut donner une nouvelle impulsion pour faire encore plus pression que pression sur les négociateurs et les chefs d'État de gouvernement à l'occasion de Belfast? Ouais, ma réponse est oui, effectivement. Je trouve que ça serait une bonne chose que l'opinion publique soit entendue plus nettement et plus clairement de ces événements. Je pense qu'il y a quelques pistes et je trouve parfois un peu illisible ce que cherchaient à faire les Brésiliens, mais ça m'intéresse également. Ils ont lancé énormément d'envoyés spéciaux, y compris par région, avec Laurence Tubiana, par exemple, pour l'Europe, d'autres à différents endroits du monde. Ils ont également des éléments pour vraiment mobiliser différents cercles. Un cercle des peuples, notamment avec les peuples autochtones et communautés locales, pour avoir, que cette voix soit entendue, les minorités, etc. Un point très important que les Brésiliens insistent beaucoup sur ce point-là. Faire valoir, faire entendre ces voix qui sont parfois marginalisées dans ces conférences, même si ces dernières années, la voix des peuples autochtones a été structurée au sein de la Convention et était assez présente. Mais renforcer cette voix me semble une piste intéressante. Il y a quelque chose d'assez intéressant avec un bilan éthique que la présidence a également lancé pour vraiment poser la question sur ces questions de justice, inclusion, encore une fois, des messages qui sont parfois, le volet social a toujours été, la COP climat à l'origine, c'était un truc pour l'environnement, ensuite c'était très économie. Le volet social trouve sa place depuis quelques années, j'ai déjà parlé des problèmes de la transition, mais trouve de plus en plus sa place à table, mais reste quand même faible. Et mettre ces questions d'équité et de justice, encore une fois, sur la table, c'est une façon d'associer davantage différents acteurs. Il y a des initiatives de renforcer la voix des citoyens. Il y a quelques propositions pour s'inspirer de ce qu'a fait la France avec la Convention citoyenne Oui, au niveau international. Le risque est pourtant de faire tout un tas de propositions. Ensuite, les partis ignorent totalement. Je ça c'est déjà vu. ne dis pas que c'est quelque chose qui se fera, mais la question, c'est comment relier des processus à ça. Et d'une certaine façon, je peux imaginer peu de processus plus éloignés de la vie quotidienne de citoyens lambda que la COP. Oui, c'est encore une grande fête, fois tous ces dirigeants, etc., qui s'y rendent. Mais qu'est-ce que ça fait pour moi? Il y a quand même un écart très important. Je pense que vous, les journalistes, vous êtes quand même dans un rôle important là-dedans. Parce que la plupart des gens ne sont pas des accros qui vont suivre en ligne les séances plénières et même s'inscrire pour pouvoir écouter les éléments, ni même lire quotidiennement les bulletins de négociation de la Terre et autres rapports de ce qui se passe. C'est les quelques articles qu'on trouve dans les journaux, l'émission à la télé ou maintenant plutôt sur les réseaux sociaux qui informent les gens. Et donc la question c'est, comment faire entendre la voix des gens dans le processus. Et je trouve que c'est important. La société civile joue en partie ce rôle, mais la question est toujours là de la légitimité, de la représentativité de la société civile qui est parfois dominée par le Nord, parfois dominée par une certaine vision de quelles sont les solutions, qui ne reflète pas toujours toutes les tendances ou tous les intérêts. C'est un message important. C'est pourquoi le Brésil est tant attendu là-dessus, pour avoir un meilleur équilibre que certaines conférences récentes. Juste pour terminer, je me souviens, avant la COP de 2019, j'étais le président de SAPSTA, l'organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique à cette époque.
je participais à une réunion de préparation à Santiago en septembre, je pense, 2019. J'ai rencontré en marge de la réunion des représentants des jeunes qui préparaient la conférence des jeunes, quelques étudiants chiliens et quelqu'un d'un autre pays d'Amérique latine qui participaient à la préparation. Ensuite, la COP a été délocalisée à Madrid à cause des problèmes politiques au Chili. Donc, ils attendaient un événement dans la région pour avoir une bonne participation de la jeunesse de tout le continent. Ensuite, ils sont trouvés avec une COP à Madrid. Il y en avait toujours qui étaient présents, mais évidemment, ils étaient moins nombreux. Donc, il faut maximiser un peu ces événements et il faut profiter du fait. Encore une fois, est-ce qu'on peut réduire la portée des COP, ce cercle ambulant qui passe pays, région, etc. Mais ça a quand même un impact sur le pays hôte. Ça peut mobiliser les acteurs de la société civile. Euh, c'est anecdotique, mais je me souviens de me rendre au Maroc quelques semaines avant la COP de Marrakech, il y a 10 ans, et parler avec les chauffeurs de taxi. Ah oui, la COP, ça arrive chez nous dans quelques semaines, ceci, ça. Bon, c'est anecdotique, mais si on arrive à mobiliser les gens avec une conférence, on fait quelque chose. Le problème, c'est si on fait toute une conférence et ça passe inaperçu, c'est juste une grande fête. Et les gens ne sont pas associés, y compris les gens du pays. Et je pense que cette mobilisation des citoyens du pays, même si on ne peut pas mobiliser tous les citoyens du monde, comment mobiliser les citoyens du pays, comment mettre ça sur la table. Et là, c'est le réseau associatif, cette fabrique qui peut être très importante pour faire des liens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, on voit qu'il y a marché. Est-ce que c'est l'échec de processus ou alors est-ce que c'est. Enfin, il faut considérer que l'école, c'est pas que ça. Je pense que la COP, la question c'était un peu est-ce que la COP c'est le moment de mettre la pression sur les pays comme à Glasgow pour arriver avec les CDN ambitieuses et est-ce que cette fois-ci effectivement c'est un échec et ce modèle ne marche pas. Pour moi la COP au début c'était un processus intergouvernemental classique. C'était un traité, il y a des parties qui arrivent pour élaborer les règles d'application. C'est assez technique. La COP 1, j'ai regardé, il y avait 1000 délégués des partis et observateurs. Il y avait 1000 observateurs. Il y avait 2000 journalistes, je pense, mais je ne sais pas vraiment autant. Mais l'ensemble était 3005, 4000 personnes. Là, on a 50, 100 000 personnes aux COP récentes. Donc, clairement, on a plusieurs processus qui se conjuguent. Donc, cet événement technique intergouvernemental, ça reste au cœur, mais de moins en moins l'objet principal. C'est ce qu'on fait depuis quelques années pour élaborer les règles, etc. Le moment politique est critique. C'est pourquoi, personnellement, je trouve, surtout en ce moment où le multilatéralisme est critiqué et le climat est moins présent dans nos priorités politiques, si on ne faisait pas une COP tous les ans, on perdrait ce levier. Ça reste un levier. Ça reste, qu'est-ce que vous faites et si les présidents et surtout les ministres, mais y compris les présidents et les premiers ministres souhaitent y être, on ne peut pas y aller sans répondre à la question qu'est-ce que je fais sinon, on fait que du greenwashing et les gens n'aiment pas trop. Ils veulent des annonces, au moins. On ne peut pas arriver moins vide. Donc, c'est une façon de mettre les gens sous pression. Est-ce que ça suffit? Non. Mais est-ce que c'est sans importance? Non, ça reste important. Est-ce que ça fonctionne autant
qu'on aurait voulu cette année? Évidemment pas. Est-ce que c'est à cause des Américains qui font défection? Peut-être. Est-ce que c'est une conjoncture économique, la priorité à la défense, question de sécurité et le climat? Oui, bon, on traitera ça dans quelques années. Je pense que c'est une série de facteurs qui, malheureusement, font en sorte que ça glisse. Mais la COP reste un rendez-vous essentiel de l'année. Il faut utiliser ça au maximum. Et je pense que les Brésiliens peuvent toujours faire ça, notamment avec le sommet des chefs d'État et des chefs de gouvernement qu'ils organisent, avec les événements qu'ils font avec les villes, avec les événements qu'ils font avec les entreprises. Ça met la pression. Certes, ça peut être que, oui, je fais des discours et ensuite il n'y a rien, mais c'est très difficile d'arriver à faire des discours. C'est votre boulot de dire, mais vous, vos mains sont vides, c'est l'empereur, bêtement. Donc, tout ça, c'est un peu là. Et ensuite, c'est la collaboration qui a pris la place centrale. Et encore une fois, c'est la collaboration et que des effets d'annonce, c'est également ça qui ne fonctionne pas. Ça devient une fois qui n'est pas à répéter. Donc, la réponse à votre question est que ça reste un rôle important de la COP. Bien sûr, ce n'est pas parfait, mais il faut utiliser comme on peut. Est-ce que ce sera le mot de la conclusion? Visiblement, en ligne, ils sont partis déjeuner déjà. Non. Ah, pas encore. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? Enfin, alors, Merci. une question de Nadia. Non, non, merci. Hop. Alors, question d'Esther Amar. France Info vient d'indiquer que Petrobras a obtenu une autorisation pour l'exploration pétrolière au large de l'Amazone à quelques semaines de la COP. Est-ce un sabotage? J'ai déjà un peu parlé de liens avec le pétrole, etc. Je trouve que sabotage est un peu trop fort. Il y a des contradictions au sein de chaque pays. Et la façon d'utiliser, ce sera préférable qu'on arrive à arrêter l'exploitation pétrolière et l'exploitation pétrolière, évidemment. Mais tant qu'on n'a pas arrêté la consommation de pétrole, on est parfois on peut l'accuser d'hypocrisie de faire ça. Il suffit de regarder ce qu'ont fait les Européens il y a presque 3 ans, au début de la guerre, il y a 3 ans, 4 ans, début de la guerre en Ukraine, début 2022. Les ministres, les présidents ont fait le tour du monde pour chercher le maximum de gaz et de pétrole pour remplacer le gaz russe, hein, y compris le ministre du Climat allemand, y compris pas mal de gens. Moi j'étais mise à disposition des Émirats à ce moment-là. Je suis arrivé en juin 2022. C'est peu après que Mohamed bin Zayed a fait son premier déplacement en tant que président des Émirats en France. Et c'était en France, il a signé un tas d'accords sur le fournir du gaz et pétrole, de diesel, je pense que je me souviens bien, et ADNOC a signé un accord bilatéral avec Total. Donc, c'est facile à critiquer tout ça. Évidemment, c'est comme Glasgow où les Britanniques étaient en train de lancer une nouvelle mine de charbon en même temps que parler de la fin du charbon dans une COP. Les pays ne sont pas sans contradiction, y compris les contradictions internes qui sont là. La question, c'est comment faire quelque chose qui va avancer au-delà de la conférence. Donc, il faut critiquer ces décisions, évidemment, mais il faut chercher les solutions qui nous aident à dépasser. Voilà un message d'espoir. Écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous rappelle le 29, sa suite logique avec Marc Tudenham du CITEPA qui nous fera part des dernières avancées, des pré-négociations, qui nous rappellera le contexte depuis l'intercession de Bonn. Et pour celles et ceux qui iront à Belém, bon voyage. Bon voyage et bon courage. Bon courage.